Donc, bonjour et merci à Gérard Chaliand pour cette interview. Gérard Chaliand donc, est un spécialiste des conflits, en particulier les guerres de guérilla, de la géopolitique. Il a publié il y a longtemps des atlas qui font référence et qui ont redonné le goût précisément à la géopolitique, aux relations internationales. Il a enseigné dans de nombreuses écoles et universités, l'école nationale d'administration à Berkeley, mais aussi à Erbil, à Kaboul, et dans beaucoup d'autres universités de par le monde. Il a publié énormément d'ouvrages, et ma première question sera, ton dernier ouvrage, c'est sur l'art de perdre la guerre pour les Occidentaux depuis les dernières guerres mondiales. Comment cela s'explique-t-il? À la période coloniale, d'une façon générale, les militaires restaient de longues années, ils connaissaient le pays. Aujourd'hui, nous nous rendons dans les pays très brièvement, sans connaissance particulière. On reste très peu de temps. Il n'y a pas, chez les Américains par exemple, de locuteurs de l'afghan. Les gens qui parlaient arabe étaient très peu nombreux dans ceux que j'ai rencontrés en Irak. Donc la méconnaissance du terrain est considérable. De surcroît, on passe de façon rapide. Chez les Français, c'est 4 mois. Chez les Américains, dans le maximum 1 an. Le temps de savoir un peu où on allait. Et puis, bon, on retourne chez soi. On a une impression de transit. Et puis, enfin, je pense que nous avons maintenant une espèce de phobie de la perte de gens. On ne peut plus encaisser la mort du soldat. Peut-être même que c'est le civil qui ne veut plus mourir. Et toujours est-il qu'on travaille à l'économie et on cherche de plus en plus des forces de substitution qui fassent le travail à notre place. Alors parmi les foyers de tension, bien sûr, le Moyen-Orient, l'Afghanistan, mais également le Sahel, qui apparaît comme une sorte de nouvelle bataille, peut-être l'épicentre d'un grand désordre en cours, mais surtout à venir, avec la pauvreté, des États fragiles, des mouvements rebelles, voire djihadistes terroristes, des trafics en tout genre, une grande application de la France avec l'opération Barkhane, avec le G5 Sahel, avec l'Alliance Sahel, et on dit qu'en plus il n'y a pas de solution militaire et qu'il faut qu'un jour on parte. Comment on va résoudre cette équation? Comment on va la gérer? C'est du containment? En fait, on empêche l'adversaire de gagner. Dans la pratique, ce qui se passe au Sahel, c'est quand même la conséquence de notre intervention en Libye, parce que c'est le dégât collatéral de la liquidation de M. Kadhafi. Ensuite, le Sahel, nous le contrôlons de façon relative, mais déjà, ça dépasse le Sahel pour atteindre les zones sahariennes plus au sud, et on va bientôt atteindre les zones carrément musulmanes qui se trouvent plus au sud. Donc, de ce côté-là, on va face à des problèmes extrêmement importants du point de vue numérique, que nous n'allons pas être en mesure de contrôler parce que nous avons là très peu de troupes. Donc, pour l'instant, nous contenons. Est-ce que nous pourrons encore le faire demain? Point d'interrogation. Alors de manière plus large, on a quand même un regain de tension au niveau international. On le voit avec les États-Unis, la Russie, la Turquie. On voit des tensions qui pourraient dégénérer en mer de Chine, pour prendre cet exemple. Donc est-ce que tu penses qu'un repli peut-être sur ses intérêts vitaux, le nationalisme, est-ce que tu penses qu'il y a un risque de guerre au sens conventionnel du terme, alors que dans le même temps on voit quand même beaucoup de territoires se désagréger, beaucoup de sociétés se poser des questions sur leur propre existence, sur leur identité, beaucoup de trafic en tout genre. Donc comment, entre guerre et chaos, comment vois-tu l'évolution de cette situation, de ces situations? Moi, à titre personnel, je ne pense pas que nous allons vers un conflit nucléaire, vers une guerre entre les grandes puissances. Ça me paraît exclu. La dissuasion continue de jouer son rôle à cet égard. Par contre, la multiplication des foyers guerriers, oui, bien sûr, on en a déjà beaucoup. On va en avoir d'autres, particulièrement dans les zones où il n'y a pas de développement, parce qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est est-ce que oui ou non, tel ou tel régime parvient à faire de la croissance économique, comme en Chine,
comme en Inde, comme en Corée du Sud, ou bien est-ce qu'on est dans la stagnation, comme au Bangladesh, ou même la relative régression dans certains pays africains. Alors là, la multiplication des problèmes va effectivement être très nette, et je pense que du désordre, on en aura plus que nous n'en avons à l'heure actuelle, particulièrement dans ces zones de non-droit et de non-développement. Alors peut-être une dernière question. On dit beaucoup aujourd'hui qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, de sécurité sans développement. Tu viens d'évoquer ces zones de pauvreté, mais aussi de chaos potentiel. Comment vois-tu le rôle des humanitaires ou des développeurs dans ces contextes troublés qui, si je comprends bien ce que tu dis, vont aller en prospérant? Oui, bon, les humanitaires, ils sont, d'après ce que tu m'as dit précédemment, 400 000 à l'échelle mondiale aujourd'hui. Bon, c'est un chiffre considérable, mais en même temps, par rapport à l'énormité de ce qui se développe, par rapport à l'énormité des besoins, c'est peu. C'est-à-dire que nous allons vers une multiplication des problèmes où il y aura nettement intérêt à avoir davantage de gens dotés de davantage de moyens, et nous ne sommes pas encore là. Bon, mais Gérard, merci. Je voudrais rappeler que nous avons publié sur Défi Humanitaire une interview assez longue, très longue, de Gérard Chaliand, dont il est possible de prendre connaissance sur le site, et à bientôt donc sur Défi Humanitaire. Merci Gérard. Merci.